Marlène Bellilos, j'étais journaliste et je suis actuellement psychanalyste à Paris. Jean Lobe, je suis avocat depuis de très nombreuses années, je dirais presque de trop nombreuses années, et je me suis spécialisé dans le droit pénal et dans la défense de prévenus. Il faut qu'on remonte, en fait, les crises en Suisse, ça a été une crise des jeunes. Alors la crise des jeunes, elle est venue, pas tout à fait de la Suisse, je dirais qu'elle est venue d'abord de l'Allemagne, où il y avait un mouvement alternatif qui était mené là-bas par Daniel Cohn-Bendit. Ça nous a donné peut-être, d'une certaine manière, des possibilités d'alternatives de ce qui se passait ici en Suisse. Alors, pour les jeunes, moi j'avais été longtemps assistante sociale au service de protection de la jeunesse, et les jeunes, je connaissais leur misère sociale d'une certaine manière. Quand tout d'un coup est né ce mouvement des jeunes en Suisse allemande d'abord, il fallait voir s'il y avait une possibilité qu'à Lausanne ça puisse se cristalliser. Et voilà, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, ça s'est cristallisé. Alors, dans la crise, on dit qu'il y a un avant et un après. Moi, j'étais plus à ce moment-là influencée par Lénine que par Lacan. Et je pensais qu'il y avait un moment, quand ceux d'en bas n'en peuvent plus et que ceux d'en haut n'en veulent plus, on peut changer les choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les jeunes ont voulu monter un mouvement qu'ils ont intitulé joliment Lausanne bouge, et que moi j'étais encore rouge, j'avais compris rouge, et ils ont dit bouge. Il fallait effectivement que les choses changent. Alors qu'est-ce qui devait changer à Lausanne? On va dire que ce qui devait changer, c'était peut-être cette pesanteur. D'ailleurs, un de leurs mots d'ordre, ça a été « Nous ne payerons pas la garantie de ne pas mourir de faim par celle de mourir d'ennui ». Ils ont repris là un propos de Vaneghem. Donc, on est parti de cette idée-là qu'il y avait, en Suisse, on en avait marre des centres de loisirs, disaient les jeunes. Les choses avaient changé et le pouvoir ne s'en apercevait pas. Ce qui avait changé, ce n'était plus les centres de loisirs avec les séances de bricolage. Ils étaient plus intéressés par la musique, ils cherchaient un lieu. Et la marchandisation telle qu'elle existait dans les cafés et tout, les empêchait d'avoir un lieu à eux. Et je crois que c'est parti de là, en fait, de l'idée d'avoir un lieu qui pouvait être, ce qu'ils ont dit, un lieu autonome pour se regrouper et s'unir. Alors, voilà, donc, Maître Lobe assistait déjà à l'époque au service de protection de la jeunesse, à cette misère sociale des jeunes. Il en a défendu quelques-uns. Oui, effectivement, je suis intervenu pour défendre les jeunes, et au fond, les jeunes m'ont accepté comme avocat, et j'en ai été très honoré. Nous sommes intervenus pour obtenir la libération de Marlène Bellilos, qui avait été incarcérée, ce qui était extrêmement pénible pour elle. Et ensuite, nous avons fait des procédures pour Marlène Bellilos jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, Marlène Bellilos avait été condamnée à une amende minime, je crois 120 francs, mais c'était la commission de police qui l'avait condamnée, commission de police qui était en quelque sorte juge et partie. Et nous avons recouru contre cette amende successivement au tribunal cantonal, au tribunal fédéral, et nous avons le grand plaisir de gagner à Strasbourg
Et cet arrêt a été considéré comme un arrêt fondamental, si bien qu'on en a parlé un peu dans toutes les parties du monde, ce qui est extrêmement flatteur. Bon, la Commission européenne des droits de l'homme a été amenée à un changement important dans tout ce qui concerne le droit pénal. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est la liberté de réunion, la liberté d'expression, la garantie d'un mariage et surtout la garantie d'un procès équitable. On veut que la défense et l'accusation soient sur un pied d'égalité. On veut aussi éviter les traitements inhumains et cruels. Et récemment, par exemple, la Suisse a extradé en Italie un réfugié afghan, alors même qu'il n'y avait aucune garantie que ce réfugié afghan en Italie puisse jouir d'un traitement convenable. Cela a amené passablement de contestation jusqu'au tribunal fédéral, jusqu'au Conseil fédéral de cet arrêt, mais c'est un arrêt qui est bienvenu, et maintenant, quand la Suisse extrade malheureusement un réfugié, elle s'inquiète que dans le pays où ce réfugié va, il bénéficie d'un traitement convenable. Alors on va peut-être aussi dire un mot des conséquences. En fait, les jeunes ont eu leur centre autonome, ils ont eu aussi après un cabaret pour faire leur musique, et c'est ce qui avait changé, ce qui a été fondamental pour eux. Alors, ce qui a changé dans le droit, puisqu'il y a eu un avant et un après cet arrêt que vous avez obtenu, Jean Loeb. Alors, ce qui a changé, c'est qu'au fond, on a été beaucoup plus sensible aux droits des prévenus. Effectivement, il y a eu aussi un autre changement, c'est l'introduction du Code de procédure pénale suisse en 2011. Avant, le prévenu était seul devant le juge d'instruction qui menait constamment l'enquête. Et jusqu'au moment où l'intéressé était renvoyé devant le tribunal. Et la tentation était grande pour le juge d'instruction d'obtenir des aveux. Je ne vais pas dire que c'était toujours le cas, mais le juge d'instruction pouvait dire à l'intéressé, si vous ne dites pas la vérité, si vous n'avouez pas, je vous mettrai en détention. Actuellement, la situation s'est complètement modifiée, en ce sens que dès le début de l'enquête, le prévenu est assisté d'un avocat de la première heure. Le prévenu peut aussi refuser de parler. Oui, mais il y a aussi des cours d'instance maintenant, comment vous appelez ça, dans tous les cantons et communes, ce qui n'existait pas, on ne pouvait recourir qu'en première instance. Oui, alors effectivement, maintenant les droits des prévenus sont beaucoup plus garantis, on peut recourir à toutes instances. Avant, effectivement, on pouvait aussi recourir, mais certainement les droits des prévenus sont tout à fait garantis. Évidemment, ce qui se passe, c'est que toute la période Bellilos était une période d'intense activité. Et les jeunes, au lieu de se droguer, les jeunes en sont venus avoir certains idéaux dont Marlène Bellilos a été extrêmement utile parce qu'elle a évité à de nombreux jeunes de se droguer et elle les a poussés vers une conception différente de la vie. Écoutez, oui, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que le mouvement ne peut pas être perpétuel. Alors ça a été ça un peu le problème, c'est-à-dire qu'après, quand le mouvement est retombé, malheureusement on a assisté pour certains jeunes, ils sont retombés dans leur travers, ça il faut bien le dire. Bon, il y a eu le cabaret Orwell, après il y a eu la Dolce Vita qui leur a permis quand même une activité intense sur le plan musical, mais c'est vrai que on peut difficilement éviter. En même temps, ce que je constate,
c'est que leurs revendications, qui étaient notamment la légalisation du cannabis, sont reprises maintenant par certains cantons où on se rend compte que dans ce qu'ils demandaient, c'était notamment effectivement des lieux à eux qu'ils n'avaient pas, mais aussi de pouvoir effectivement éventuellement fumer de la marijuana. Donc, ce qui est évidemment étonnant avec l'affaire Bellinos, c'est que Bellinos était considérée comme la rebelle. Elle a mis la ville de Lausanne, dit-on, à feu et à sang. Et ensuite, par le recours pénal, on a pu aller à la plus haute instance, et la plus haute instance, la Cour européenne des droits de l'homme, a donné raison à Marlène Bellinos. C'est évidemment quelque chose de paradoxal, mais qui est particulièrement bienvenu. Alors maintenant, il semble que la Cour européenne des droits de l'homme, justement, parce que je vous rappelle qu'au moment où il y avait eu l'arrêt, il y avait eu une contestation au niveau du Conseil des États qui avait menacé de se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme en disant « nous n'accepterons pas qu'un juge étranger », ce qui est une vieille affaire en Suisse, on revient à l'histoire suisse, ne pas être jugé par un juge étranger. Et aujourd'hui, il y a une contestation de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors effectivement, il y a une contestation, mais d'une manière générale, les juristes demandent le maintien de la Cour des droits de l'homme. J'ai vu tout récemment un article dans la revue suisse de jurisprudence qui dit que ce serait une grande erreur pour la Suisse de se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce ne sont pas tellement les arrêts rendus par la Cour des droits de l'homme qui sont importants, puisque la Cour retient en moins de 2% de requêtes, sur son... Moins de 2% de requêtes. C'est plutôt l'application que font les tribunaux nationaux et la Suisse de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela est très important parce que, évidemment, on garantit les droits des prévenus et on évite certains excès et on permet, évidemment, la liberté d'expression, justement, et le procès équitable. Bon, alors c'est vrai que ce mouvement a été formidable, moi j'y ai pris énormément de plaisir, mais c'est vrai qu'en même temps, l'incarcération a été un moment difficile, et que, bon, ce que dit la psychanalyse, moi ça m'a permis de rencontrer la psychanalyse. On dit que la crise est amie de la psychanalyse. Pour moi, elle a été effectivement un recours important, puisque j'ai pu, grâce à ça, peut-être éviter, parce que bon, l'incarcération, comme vous le dites, ça a été quand même une dizaine de jours de prison, où j'ai retrouvé mes anciens assistés sociaux en prison, ça a été un peu difficile. Donc, c'est vrai que la psychanalyse m'a permis à moi de sortir d'une situation où j'étais dans l'affrontement. Alors, même si ça a été bénéfique pour la société, pour les jeunes, ça a été pour moi un moment assez difficile. Et aujourd'hui, la psychanalyse me permet quelque chose d'autre, disons une nouvelle aventure.